J'ai commencé, on avait 8 euros dans le compte bancaire en 2018. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Quand tu me dis non, moi dans ma tête c'est oui. Je me retrouve à être champion de France, à être à haut niveau. La colère que je vis et l'injustice que je vois, je la transforme en solution. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Il y avait des milliers et des millions de gens qui avaient besoin de créer des solutions. Ces lieux bannis de banlieue, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et un projet, c'est pas toi. Un projet, c'est ce qui se passe autour de tout ça. Est-ce que c'est nous que tu sacrifies du coup? Faites les choses avec sincérité. Apprenez à vous challenger, apprenez à accepter de ne pas tout savoir, apprenez à déléguer, surtout apprenez à écouter. Ne désespérez jamais. À un moment, il va y avoir une issue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nia. Aujourd'hui, j'ai un invité incroyable, Abdelali El Badawi, qui fait partie des personnes qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup aidé, qui m'ont partagé beaucoup de choses lorsque j'en avais besoin. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de l'avoir dans ce podcast. On va pouvoir parler de son parcours, de ses différents projets, de ce qu'il a monté, de savoir d'où il vient, comment il a fait pour entreprendre toutes ces belles initiatives et en arriver là. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein de belles choses à découvrir, des choses qui vont vous permettre d'être beaucoup plus résilient, de comprendre comment entreprendre, se lancer, bien s'entourer, développer vos propres projets, parce que c'est aussi ça l'objectif de ce podcast. Et je vais les laisser s'introduire assez rapidement. Abdelali, bonjour et merci d'être là. Bonjour à toi, Youssef. Merci de cette invitation. Merci de ce beau podcast qui s'appelle Nia, qui veut dire beaucoup de choses, tu le sais. Donc je suis ravi et très honoré d'être là, donc merci à toi. Super, écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà un peu te présenter, toi aujourd'hui, qui tu es, ce que tu fais? Ouais, donc je m'appelle Abdelali, j'ai 42 ans, je suis infirmier de profession, je suis père de 2 enfants, un ado et une petite. Et c'est vrai que me présenter, c'est dire combien... je crois que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont permis de mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Et donc mon métier d'infirmier, à la base, moi j'ai été auxiliaire de vie avant d'être infirmier. Donc j'ai fait des ménages pendant 7 ans, homme de ménage, auxiliaire de vie à l'hôpital. J'ai fait tous les petits boulots. Je dirais qu'à l'hôpital, on apprend à faire avec le terrain. J'ai travaillé à la morgue, j'ai travaillé en tant que brancardier, j'ai travaillé à la stérilisation. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup forgé. Humainement, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Moi, je tiens toujours à dire merci aux femmes des ménages parce qu'elles m'ont appris beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas ailleurs. Et donc, ça a été une partie de ma vie professionnelle. Et puis après, bien entendu, moi... je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis un fils d'ouvrier, mon père était coron, mon grand-père, mon oncle, mes oncles. Donc coron, c'est ce qu'on appelle les vieux travailleurs mineurs. J'allais poser la question, j'ai jamais entendu le mot coron. Les corons, en fait, c'est ceux qui ont travaillé dans les mines de charbon et qui ont longtemps travaillé, je dirais, à aller chercher le charbon sous terre dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui était connu, d'ailleurs, le charbon qui était connu pour être... le carburant de notre pays il y a très très longtemps. Et moi j'aime beaucoup ce territoire parce que les gens du Nord sont des gens qui ont beaucoup de qualités humaines. Souvent on critique le Nord pour plein de raisons, mais en fait je crois qu'on ne connaît pas assez bien les gens du Nord pour se permettre de les critiquer, alors que c'est des gens hyper accueillants, hyper à l'écoute et remplis de talent, remplis de qualités. Donc je salue les gens du Nord. Quoi d'autre dans mon parcours? Moi je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais d'une fratrie de 7 frères et sœurs et je suis l'avant-dernier d'une famille de 7 frères et sœurs. Moi je suis un fils d'immigrés marocains, donc mon père était berger à l'alphabet, illettré, ma mère aussi bergère, comme mon grand-père, comme mes oncles, dans le sud du Maroc, près de Zagola. Donc ma mère elle est de Fonzgued et mon père plutôt de Agdez, donc pour ceux qui connaissent, c'est le sud du Maroc, connu pour les dattes, connu pour le safran, connu pour plein d'autres choses. Et donc je suis tout aussi fier d'être aussi marocain d'origine et de ces territoires-là parce que j'ai beaucoup d'histoires qui me reviennent de ces endroits-là. Ok, tu sais, j'ai plein de questions. Et en fait, à chaque fois que tu parles, j'ai envie de poser une question et tu y réponds juste après. Donc, je dis en fait, c'est bon, là, c'est nickel. Le podcast, il est géré direct. Aujourd'hui,
tu as monté plusieurs organisations qui ont beaucoup d'impact en France, dans la santé, dans l'éducation, dans le social. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Et juste après ça, je vais revenir à ton passé. Voilà, juste pour finir la présentation Ouais, sur ce que bien tu fais sûr, du bien coup sûr. aujourd'hui. J'ai fondé plusieurs organisations, banlieue santé, banlieue school, banlieue climat, euh, banlieue capitale, mais aussi d'autres organisations que j'ai cofondées. Et je participe aussi à, je dirais, le développement d'autres projets aussi impactants que ceux dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde des boîtes tech qu'on connaît aujourd'hui en France et un peu dans le monde. Euh, et en fait, bon, je suis tombé un peu dans tout ça de manière, je pense que, comme je dis souvent, j'ai rien demandé en fait. Je me suis juste levé un matin en me disant, bon alors qu'est-ce que je veux faire de mon métier? C'est super ce que je fais, mais en réalité, j'avais une frustration en tant qu'infirmier, c'est que n'accompagnais que 30 ou 40 ou 50 patients par jour. Alors que je savais pertinemment qu'il y avait des milliers, des millions de gens qui avaient besoin qu'on crée des solutions. Et donc, voilà, aujourd'hui, je participe à mon humble niveau à plusieurs sujets, que ce soit le droit commun, les politiques publiques, l'entrepreneuriat, le monde du venture capital et d'autres choses aujourd'hui que je fais. On en parlera s'il faut, mais effectivement, il y a 6 ans, j'étais encore infirmier dans mon petit truc, en train de m'occuper de mes patients dans le quartier dans lequel j'étais, dans les villages dans lesquels j'allais. Et donc, ouais, avec le recul, on me poserait toujours la question, est-ce que tu serais fier de tout ça? Je dirais que la réalité, c'est que je suis content de me dire qu'il y a plein de gens qui sont épanouis avec moi dans ce projet, parce que tu fais pas un projet tout seul, tu fais un projet avec les autres, et tu le fais parce que tu es convaincu que tu veux proposer des solutions. Ok, magnifique. Bravo. Merci. Bravo pour ces super projets. Merci. Et du coup, comment ça a commencé? Quand? Et puis, c'est quoi l'impact aujourd'hui de tes différentes initiatives? Bah, il n'y a jamais un... Tu sais, la date de commencement, j'arrive pas très bien à m'en rappeler. Je pense que la date de commencement, elle commence très tôt, très jeune, à l'âge de 6 ans. Donc moi, je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Et donc très tôt, j'avais cette conscience de la question du soin, de l'aide à l'autre. Donc je me rappelle que le staff médical, je me rappelle des lumières à l'hôpital, je me rappelle de la chambre stérile, des pansements, des opérations. Et ça m'a touché en me disant, moi, plus grand, je serai comme eux. Et j'ai gardé ça en tête. Et c'est vrai que un de mes objectifs, c'était d'être médecin, avocat pour d'autres raisons, parce que j'avais envie de défendre les droits des malades. Parce que mon père a été touché d'amiante et de silicose, mon grand-père, mon oncle, mon grand-père et mon oncle sont décédés de ça. Hein. Et donc pour moi, c'était important de me dire qu'est-ce que moi, à mon niveau, la colère que je vis, l'injustice que je vois, je la transforme en solution. Et ça, c'est pas évident parce que quand on est en colère en fait. Et donc, comme j'ai eu une éducation de transformer la colère pardon, en solution, j'avais envie de créer quelque chose où il faut être raisonnable et raisonné, faire preuve de patience, faire preuve aussi d'écoute et de concertation avec les autres. C'était important de me dire que je crée quelque chose qui soit pas à mon niveau uniquement et que en fait on parle que de moi, mais quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui demain puisse être transmis à d'autres. Et donc le commencement, je pense qu'il a commencé à travers aussi déjà l'arrivée de mes parents en France, à travers ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont fait les choses. Parce que la réalité, c'est que on parle de nous, mais avant nous, il y a d'autres personnes qui étaient là. Il y a d'autres personnes qui ont fait des choses, et c'est nos parents. Et donc, je leur rends hommage pour tout ça, parce que, en fait, sans eux, moi, j'en serais pas là. Parce que je ne fais pas un projet, moi, tout seul, en pensant que je me suis levé et j'ai réussi tout seul. Non, je concerte beaucoup, et j'en parle beaucoup avec mes parents, avec ma mère, avec mon père. Parce que tu peux avoir la tête qui monte et tu crois que tu as tout fait alors que tu n'as absolument rien fait. Tu parles avec les oiseaux, quoi. Voilà, Tu dis, exactement. on dit tu parles avec les Tu oiseaux. parles avec les oiseaux. Donc, à un moment, il faut être... je pense qu'il faut être humble face à ce qui nous attend, face à la tâche qui nous incombe. Et c'est vrai que ça permet de se poser les bonnes questions, de prendre des décisions
qui sont les meilleurs pour le projet, les meilleurs pour les gens qu'on touche. Et donc le commencement, il commence à travers l'histoire de ceux qui nous ont mis au monde. Mmh. Et donc c'est d'abord leur histoire avant la nôtre. Et donc rien que pour ça, je les remercie. Ok. Et t'as dit brûler à 70... Tout à fait. Toute la surface de mon corps, sauf le visage et les mains. Ok, et ont c'est été- arrivé comment? J'avais 6 ans et donc j'étais à la maison. Donc il y a ma mère qui avait fait un espèce de hammam dans la salle de bain où elle avait mis une bassine d'eau de 20 à 25 litres à chauffer pendant quasiment 1 heure et demie. Et donc moi, je suis rentré dans la salle de bain et j'ai glissé. En glissant, j'ai tapé ma main sur l'espèce de bassine en ferraille qui était sur le feu. Donc tout m'est tombé dessus. Et après, ben voilà, les pompiers, le SAMU, ma mère et ma sœur, ils m'ont enlevé les vêtements. Mais en fait, en enlevant les vêtements, ils ont enlevé la peau. Mais le choc était tel que j'ai pas pleuré en fait. Je ne criais pas, je pleurais pas. Mais le choc était là, présent. Je me suis mis à pleurer, je pense que quand le SAMU est arrivé, que je me suis dit c'est grave, et que j'ai vu ma mère en détresse, et je me suis dit waouh, il y a un truc, il faut absolument que je dise ce qui s'est passé, parce qu'ils vont croire que c'est ma mère qui m'a fait ça, et donc du coup ils vont la mettre en prison. Donc c'est tout un film à 6 ans déjà, tu vois. Mais je pense que c'est l'instinct du fils face à la mère qui est en détresse. Parce que tu lis à travers ses yeux la détresse. En plus, ma mère, il est très analphabète. Mon père n'était pas présent. Il était à l'extérieur. Je crois qu'il travaillait. Enfin, c'était vraiment, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Une période de ma vie, je pense, qui a été révélatrice de beaucoup de choses et qui aujourd'hui me suit parce que j'ai encore les traces de tout ça. Hein. J'ai été greffé et tout, mais aujourd'hui, je le vois, hein, ça se sent sur ma peau. D'ailleurs, l'hiver, je le sens à travers les douleurs, ce que ça tire. Au niveau de mes chevilles, d'ailleurs, par exemple, j'ai la peau extrêmement rétractée à cause des brûlures et tout. Et d'ailleurs, je me rappelle, les médecins m'avaient dit, à mes parents plutôt, votre fils ne pourra pas faire de sport trop intensif parce que il a les chevilles qui sont rétractées. Et t'as fait du sport. Et j'ai fait du sport. Et à un très bon niveau. De très bon niveau. En plus, j'étais en équipe de France d'athlée. Je fais championnat d'Europe, championnat du monde, vice-champion d'Europe, championnat de France, etc. Et c'est vrai, de fond et demi-fond. Et c'est vrai que ma vie, elle est faite de comment tu déjoues les stats sans déjouer les stats ou sans vouloir déjouer les stats, parce qu'il faut le faire avec sa propre nature. Mais je pense qu'en fait, l'humain, il a une nature humaine, c'est aussi de faire appel à son instinct et à son intuition. Et je crois que ce que mes parents m'ont transmis, c'est ça, c'est l'intuition, l'instinct, et après saisir les opportunités quand elles sont là, les transformer en quelque chose qui te dépasse. Et ça, je pense que c'est ce que mes parents m'ont appris. Et je pense que c'est une qualité très forte des bergers. Et d'ailleurs, moi, un de mes projets futurs, lointains ou futurs, je ne sais pas, même peut-être présents, c'est d'avoir une ferme. Comme beaucoup de gens, fuir ce monde, s'occuper des animaux. Moi, j'ai envie d'être berger, j'ai envie de comprendre. Je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. J'essaie de me documenter, de comprendre. Et c'est vrai que c'est un métier qui me passionne par sa capacité d'intuition et de comprendre ce qui se passe autour de soi et de sa nature humaine qu'on doit développer. Et donc, voilà. Je pense que c'est des métiers qui sont difficiles. Parce que moi, dans ma tête, pareil, hein, j'en parle autour de moi, ouais, j'aimerais trop avoir une ferme et tout. Tu sais, il y a avoir une ferme et t'as de l'argent, t'es sécurisé et tout, et avoir une ferme et en fait, s'il pleut pas, c'est chaud pour toi. Et ça, je pense que c'est deux catégories différentes, tu vois, parce qu'il y a le rêve un peu de partir aujourd'hui, de sortir un peu de la ville, sortir de ces milieux très pollués. Mais je pense que être berger, ça doit être vraiment difficile, surtout si on n'a pas vécu en tant que berger. Là, c'est un autre monde. Quand tu viens avec les moyens, tu achètes ta ferme, tu t'entoures, et puis même s'il fait pas beau demain, c'est pas grave, toi tu t'en sors super bien. Je pense que c'est pas la même chose que le berger qui vit avec ce qui sort de cette terre. Tu vois, et ça... nous, je pense qu'il nous faudrait une ferme high-tech. Ouais, voilà. Avec la connexion Internet. Mais ouais, t'as raison. C'est vrai que je pense que c'est un métier, ou en tout cas où ça demande beaucoup de patience avec la nature.
Et si tu n'en as pas, tu ne peux pas faire ces métiers-là. Donc, en tout cas, moi, je tire mon chapeau à tous ceux et celles qui quittent leur métier pour pouvoir devenir berger. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont fait ça et qui ont fait une formation de berger et qui avaient voilà, des salaires de cadre sup et dans des grandes boîtes et qui ont dit, bah, écoute, du jour au lendemain, je vais me mettre au vert. Donc, je les salue en tout cas. Ok. Et du coup, les médecins, ils t'ont dit que tu pourrais pas faire de sport et à la fin, tu as fini par être un grand champion. Ça a joué dans ta tête? Ouais, en fait, moi, alors déjà, quand tu me dis non, moi, dans ma tête, c'est oui. D'ailleurs, dans les 7 frères et sœurs, j'étais celui qui était le moins à l'écoute de ce que mon père me disait, parce que mon père, il disait non à tout. Et donc, moi, je comprenais pas qu'on me dise non, voilà, exactement là. Et je dis, waouh, il me dit non, alors que moi, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de voir et tout, tu vois. Et c'est vrai que ce non m'a toujours été un oui, c'est-à-dire que c'était une manière pour moi de comprendre que, ok, c'est non, mais il faut comprendre. Mais il fallait comprendre pourquoi le non. Et donc, j'avais besoin de tester, j'avais besoin de trucs. Et donc, l'athlé, pour moi, c'était une manière aussi de... En plus, le sport, je suis tombé un peu, je dirais, comme ça, tu vois. Moi, je gagne le cross du collège, alors qu'on m'avait interdit de courir. Et je me retrouve à faire du sport. Et quasiment 6 ans après, je me retrouve à être champion de France et à être à haut niveau et à essayer de truster pour aller à les championnats du monde, les championnats de France, les championnats d'Europe, etc. Donc, ouais, ouais, effectivement, mais les médecins avaient dit à mes parents, ouais, votre fils, il ne pourra pas faire de sport à haute intensité pour les raisons qui sont que, voilà, je ne peux pas avoir comment dirais-je, une foulée très, très longue. Et tes parents, ils te l'ont dit, ça? Et mes parents, en fait, ils ne me l'ont pas dit, ils me l'ont un peu caché, mais parce qu'ils voulaient me protéger et en même temps, ils avaient envie que je puisse m'exprimer par moi-même. Et je me rappelle, bon, les profs avaient dit, ouais, votre fils, il faudrait qu'il fasse du sport et tout. Mais mes parents, ils ont dit, non, ça coûte cher. Et moi, je me rappelle, mon père, en rentrant, je lui avais dit, papa, j'ai gagné le cross du collège et tout. Alors, déjà, il ne comprenait pas. Et il m'a dit, bah, ok, d'accord, tu vas faire du sport, mais dans ce cas-là, est-ce que ce soir, tu es ok pour... ce soir, tu es chaud pour enlever une part dans l'assiette de tes frères et sœurs? Et j'ai dit, non. Il dit, bah écoute, voilà, ta réponse. Et je suis rentré à l'école, je leur ai expliqué, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, ouais, ben voilà, mon père, il peut pas et tout. Ils ont convoqué mes parents, je me rappelle. Mon père, en préventif, il m'a savaté un petit peu, tu vois. En préventif, je te préviens. Au cas où, si j'arrive à l'école, c'est une galère. Donc, au moins, tu sais, il leur a fait son... Et c'était leur manière de nous éduquer. Aujourd'hui, avec le recul, on en rit, mais je pense que, tu vois, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils avaient. En plus, il y avait des bons films à l'époque. Bruce Lee. Ouais, voilà, il y avait des bons films. Ils avaient des techniques de savatage extraordinaires. Il y avait des manières de camouflage. Tu mettais 3 pulls, 2 pantalons. Mais quand j'ai raconté ça à mes profs, ils m'ont dit, OK, ils ont convoqué mes parents. Et après, ils ont dit à mes parents, voilà, votre fils, il a un très bon niveau. En plus, moi, à l'école, j'étais pas du tout bon. J'étais parmi les derniers, 3-4 de moyenne peut-être. C'était dur pour moi de suivre à l'école. Et en fait, mon père arrivait là-bas et il leur a dit, bah alors qu'est-ce que tu as, voilà, il avait ramené un gars du quartier pour faire la transcription de ce que je disais, enfin de ce qu'eux disaient, pardon. Et ils lui ont dit, bah écoutez, nous on a cotisé avec les profs, on va payer la première paire de chaussures, la première licence à votre fils. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le sport, tu vois. Et tu vois, on critique l'éducation nationale et tout, mais à l'intérieur, tu as des gens qui sont passionnés par leur métier, et des gens qui sont vraiment engagés par leur métier. Alors, je pense qu'il faut aussi leur rendre hommage à tous ceux qui font ça avec passion, avec amour. Et j'en ai eu, moi, des profs qui ont été là à ce moment-là et qui ont su être à l'écoute et qui m'ont donné l'opportunité, finalement, de faire. Alors, moi, je dis toujours, on te donne l'opportunité, mais la réalité, c'est... faut-il encore que tu le veuilles? Faut-il encore qu'il le veuille? Bien sûr. Et si tu n'as pas envie, si tu ne veux pas faire, on peut te donner n'importe quelle opportunité d'affaires. Si tu ne prends pas l'opportunité, tu ne la saisis pas et tu ne la mets pas en pratique, en fait, tu peux gâcher les opportunités. Donc, c'est saisir les opportunités, remercier ceux qui te les donnent et les transformer. Tu vois. Et j'ai su les transformer parce que j'ai été accompagné par une famille aimante, par des frères et sœurs, par des parents aimants, par des coachs, par des gens qui étaient bénévoles dans les clubs de sport
qui ont qui ont su aussi m'écouter et être à l'écoute de ce que je suis. Ça fait la diff, ça. En plus, nous, à l'époque, on avait Hichem Grouj. Donc, je pense qu'on était tous très bons. Ouais, c'était exactement. C'était la période El Guérouj, Morcelli. C'est ça. Awita, c'est un peu plus avant, mais c'était une période vraiment où l'athlète, en plus, en Afrique et notamment dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, à ce moment-là, était au plus haut niveau mondial, du 1500 mètres, au 5000 mètres, au 10 000 mètres, au marathon. Et donc, on s'en a inspiré. Ah, si, je me rappelle, parce que pareil, athlète, endurance, j'étais archi chaud. Et je sais plus c'est en quelle année, 5e, 6e. Monsieur Singaro, comme ça, petit hommage, s'il voit le podcast, je suis pas sûr qu'il verra. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Pareil, tu fais le truc du VMA, là, où à chaque tour, bam, t'accélères. Je finis premier, j'arrache tout. À la fin, il vient me voir. Est-ce que ça t'intéresse que je te coach personnellement, etc. et tout. Je pense que tu peux aller loin. Bon, moi, le problème, c'est que je lui ai dit non. Je lui ai dit non, mais gentiment, parce que j'étais trop intéressé par le foot. Mais il y a des opportunités comme ça qui tombent comme ça. Et tu vois qu'il y a des personnes qui sont engagées aussi. Et franchement, je l'ai jamais oublié. J'étais pas un élève très sérieux, mais le fait qu'il vienne me proposer ça, je me suis dit, c'est quand même un bon, en fait. Ouais. Tu vois, il a envie d'aider, il a envie de soutenir. Et ouais, ça m'a fait penser à ça quand même, ça m'a touché là. Et c'est vrai que le sport, je trouve que on sous-estime la qualité du sport au sens noble de la chose et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter humainement et personnellement. Et la réalité là, c'est qu'on parle du sport comme étant une activité intensive qui nous demande un effort. Mais à l'intérieur du sport, il y a des secrets qu'on voit pas et qu'il faut savoir saisir. Et moi, aujourd'hui, le sport de haut niveau, il m'aide beaucoup dans ce que je fais, dans la manière dont je porte les sujets, la manière dont j'ai envie d'agir, parce que ça demande de la rigueur, ça demande un effort, ça demande de se lever le matin, ça demande de prendre des coups, ça demande d'accepter d'être critiqué, d'accepter de ne pas être apprécié, d'accepter de tout plein de choses qui, humainement, sont très difficiles à vivre si tu n'es pas préparé mentalement. Ouais. Et je pense que la question d'un entrepreneur, elle doit être comment tu te prépares mentalement pour aujourd'hui entreprendre à ton niveau. Et donc, voilà, c'est le sport, c'est ça aussi, c'est entreprendre différemment. Et du coup, comment tu te prépares à entreprendre mentalement tu vois ? Je crois que alors, pour ma personne, moi, ma nature, c'est d'entreprendre avec beaucoup d'écoute de moi-même et d'intuition de ce que je vois, de ce que je comprends autour de moi, de la manière dont les gens aujourd'hui voient les choses. Et me préparer, c'est aussi s'entourer. Tu sais, c'est comme... je crois que se préparer, c'est un peu comme les cyclistes. Tu sais, quand ils ont une équipe, au début, tu as un meneur, et puis tu as les autres qui suivent, et puis ceux qui suivent, ils passent devant, et ceux qui sont devant se remettent à aller derrière. Et je crois que entreprendre et comment s'y préparer, c'est aussi d'avoir un entourage qui va te suivre et que toi, tu suis. Un leader, c'est pas celui qui dit ouais, il faut faire comme ça. Un leader, c'est celui qui porte l'équipe et qui va avec eux au charbon, qui prend des coups plus que eux, mais qui le dit moins, en fait, qui l'exprime moins, parce qu'un entrepreneur, c'est un leader qui a aussi une capacité d'accepter de prendre plus de coups que les autres et de ne pas avoir forcément le quotidien que ses salariés peuvent avoir. Mais il faut transmettre le mindset à ses salariés pour qu'ils comprennent finalement c'est quoi aujourd'hui entreprendre. En plus, entreprendre dans des projets à impact sociaux, à impact de manière globale, c'est encore plus difficile parce que forcément, on te demande pourquoi tu fais ça. Mais je pense que si tu le fais avec conviction et parce que tu es convaincu que tu as une capacité de faire, une capacité de transformer, tu ne peux que, en tout cas, bien t'entourer, bien te préparer mentalement et surtout ne pas baisser la garde au premier coup, quoi. Au contraire, c'est prendre des coups et même si tu es sonné, tu es KO, tu te relèves et tu repars au charbon. Tu sais, j'ai remarqué une chose. Mes amis qui font du sport de très haut niveau ou un bon niveau de manière générale, ils sont très souvent très bons dans leur domaine. Que ce soit salarié, c'est souvent des personnes qui ont une discipline de fer, tu vois, parce que le sport, ça t'apprend à être discipliné. Que tu sois motivé, que tu aies envie, que tu sois en forme ou pas, en fait, il faut aller s'entraîner quand même. Donc, c'est des personnes qui ne lâchent pas, en fait. Peu importe la tâche, peu importe la mission, peu importe leur état, leur forme, ils continuent. Et ça, j'ai remarqué chez eux, je trouve ça incroyable. Et en plus, ils ont une capacité de leader.
Tu vois, parce que le sport aussi, c'est ça. Tu travailles en équipe. Que tu sois dans un sport individuel ou dans un sport collectif, tu as quand même cette équipe en fait avec toi, qui est ton entraîneur, peut-être ton assistance, la personne qui t'aide, etc. Et il y a quand même une corrélation très forte entre ceux qui font du sport à un très bon niveau et ceux qui entreprennent ou tout simplement qui évoluent en tant que salariés. Très souvent, quand je croise les deux mondes, je me rends compte que bah, c'est des personnes qui s'en sortent très bien. Tu vois, et je le vois encore aujourd'hui. Je travaille avec des sportifs et ils ont une culture du détail, tu vois, une persévérance que je vois pas chez les autres personnes. Tu vois, je parle de sportifs de très haut niveau, tu vois, qui ont joué en Ligue des Champions, par exemple. Je me dis, attends, mais en fait, je comprends pourquoi ils ont joué à ce niveau-là. Tu vois, quand je les regarde et que je bosse avec eux, je me dis, non, je comprends pourquoi il a joué à ce niveau. C'était pas un hasard, tu vois, c'était pas un coup de chance. Ce gars-là, il a une discipline incroyable. Il a une culture du détail. Il lâche pas tant que c'est pas, tant que c'est pas fini, tu vois. Et il a une capacité à fédérer et à leader les autres. Et franchement, il faut encourager le sport dans notre éducation et dans notre système. Je trouve qu'il n'est pas assez encouragé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, complètement. Et je crois que le sportif, en fait, il a une culture du détail parce qu'il fait appel à sa propre intuition humaine. Il va s'écouter beaucoup dans ce qu'il fait, dans la pratique de son entraînement. Et donc, le jour où il veut entreprendre, il reproduit la même chose dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Et il est tout aussi efficace parce que il a une capacité de s'écouter lui-même et surtout d'être à l'écoute des autres. À l'écoute des autres, à l'écoute, par exemple, sportif à l'écoute de l'entraîneur, à l'écoute de son entourage, à l'écoute des autres athlètes, des timings, des temps. Ça dépend où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est en altitude? Est-ce qu'il est en plaine? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est l'hiver? Et donc, lui, il va faire appel à tout ça, les saisons et j'en passe. Et il va vraiment essayer de produire quelque chose qui soit dans le timing quasiment près de la période actuelle dans laquelle il est, dans laquelle il se sent. Et après, il va le reproduire finalement dans les activités entrepreneuriales. Et c'est vrai que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, après, effectivement, ont des succès entrepreneuriaux. Donc oui, tu as raison, il faut encourager les jeunesses à faire du sport et à avoir une activité physique et à essayer vraiment de se dépasser pour après demain que ça leur serve dans leur cursus scolaire, entrepreneurial demain ou même salariat. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des salariés qui aujourd'hui performent et qui sont bons parce qu'ils ont aussi été sportifs de haut niveau ou sportifs de manière générale. Et donc, en tout cas, je ne peux que encourager le sport pour tous. Ah, à fond, à fond. Et la petite parenthèse, c'est que j'ai fait plusieurs sports. Voilà. Le foot, bien sûr, les arts martiaux. Quand j'étais petit, je voulais faire du foot. Mon père il m'a inscrit à l'aïkido. Je fais 3 ans d'aïkido. Au début, j'étais dégoûté. Après, finalement, à la fin, tu kiffes, t'aimes bien et tout. Kickboxing. J'ai fait de l'équitation pendant 2 ans, à mes 26 ans. Tu vois, je me suis inscrit, je voulais découvrir autre chose. Je me rappelle, mes potes, ils venaient me regarder et ils se foutaient de ma gueule. Ah, regarde, c'est le cheval qui fait du sport, c'est pas toi. Alors que moi, dans ma tête, j'étais en souffrance. Et tu remarques que chaque sport, il t'apporte des choses différentes. Et l'équitation, par exemple, ce que j'aimais beaucoup, c'est que t'es pas en maîtrise. Ouais. T'es pas tout seul en fait. Tu vois, sûr. contrairement, je sais pas moi, au tennis, au sport de combat, t'as ton adversaire, mais c'est toi en fait. Tu maîtrises ton point, ta forme, tu maîtrises ton état. Là, t'es dépendant d'un autre être qui peut être malade, qui peut être fatigué, qui peut ne pas avoir envie, qui peut avoir froid, qui peut avoir chaud, qui est imposant. Et franchement, mentalement, c'était le sport le plus dur. Ah ouais, c'était le sport le plus difficile que j'ai fait, c'était l'équitation. Et je trouve que ce sport est sous-estimé, tu vois, et sous-coté. C'est énorme et chacun t'apporte des choses qui sont différentes, donc on l'encourage à fond. Aujourd'hui, concrètement, banlieue santé, banlieue school, banlieue climat, banlieue capitale, de tête, hein. C'est quoi? C'était déjà un premier objectif de créer des structures qui luttent contre les inégalités sociales. En France, il y a plein d'inégalités sociales, hein. Elles soient éducatives. Aujourd'hui, on fait partie des quasiment derniers de l'OCDE, où en fait, sur la question de l'éducation, on n'est pas bon. Il y a une étude PISA qui dit que la France est quasiment, je sais plus, chez 25e sur 35 pays ou quelque chose comme ça. Et donc, pour moi, il y avait un sujet où la question de l'éducation, je pense qu'il faut aller la revoir différemment, en tout cas faire en sorte que
la société civile se saisisse de ces questions-là. La question de la santé aussi, par exemple, qui est le premier, qui est pour moi un sujet extrêmement important, de par mon parcours, mais aussi le fait que je suis infirmier. La question des inégalités sociales en France, il y a à peu près entre 7 et 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la recherche, beaucoup d'efforts dans plein de sujets, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont éloignés du système de droit commun, du droit à la santé. Alors souvent, les gens me posent la question, mais pourquoi tu crées ces organisations alors que, voilà, on a un système éducatif, on a carte vitale, on a mutuelle, on a que sais-je. Je dis, mais c'est pas parce qu'on a tout ça que les gens viennent chez le médecin. Tu sais, tu as des gens, ils ont des droits, hein, carte vitale, mutuelle, mais ils vont pas chez le médecin. Ils y vont trop tard, ce qu'on appelle le non-recours, le recours tardif à la santé. Et donc, pour moi, c'était important de créer des initiatives qui partent du terrain, partent des habitants, partent de celles et ceux qui vivent les inégalités sociales de santé. Banlieue, souvent les gens me posent la question en me disant « Ouais, mais banlieue, ça veut dire que ça traite que la question des quartiers. » Mais en fait, banlieue, la définition, c'est le verlan, c'est lieu banni. Donc, banlieue, lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et en fait... la question du droit commun, c'est que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont éloignés et bannis ou mis au banc du droit commun. Et donc, pour moi, c'était important d'aller chercher des gens qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le parcours de droit commun, le droit à la santé, etc., et les remettre dans le parcours de droit commun et leur permettre d'avoir accès à la santé, à l'éducation de manière convenable, etc. Ok. Et sont toutes ces organisations, qu'elles soient sur la partie environnementale à travers banlieue climat, etc., saisir ces questions-là aujourd'hui parce que c'est aussi finalement le quotidien de beaucoup de gens, beaucoup le quotidien même médiatique. On parle beaucoup de la question climatique, etc. Mais les gens qu'on connaît, la question écologique, c'est quelque chose qu'ils vivent depuis très très longtemps. L'écologie, c'est pas un sujet qui est arrivé dans leur vie à la mode. En fait, ça faisait partie à la base de leur condition sociale. Et donc, l'idée, c'est vraiment de former aussi les habitants sur ces questions-là et toutes les questions, en fait, de manière transverse, hein, sur les inégalités sociales. Et il est vrai que je voulais créer une organisation qui soit à l'image, finalement, de ces habitants qui sont dans des lieux bannis. Donc, que tu sois dans la ruralité ou dans des quartiers populaires, tu vis aujourd'hui des inégalités sociales. Hein. Pour les zones rurales, ça va être la mobilité, ça va être le manque d'infrastructures sanitaires, etc. etc. D'ailleurs, au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents, dans des lieux bannis qui n'étaient autres que la ruralité. Donc, historiquement, en fait, banlieue, ça vient aussi de quelque chose qui est la ruralité. Et d'ailleurs, quand tu regardes les gens issus de l'immigration, qui sont arrivés dans les quartiers populaires, sont issus eux-mêmes de parents ou de grands-parents issus d'une ruralité dans un village au Maroc ou à l'Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, etc. Et qui avaient comme métier berger, agriculteur, etc. Donc, moi, je me sens plus proche en termes de valeur de quelqu'un qui vit dans la ruralité que quelqu'un qui vit en périurbain, urbain, qui n'a jamais connu finalement la terre. Moi, je me rappelle petit, quand on était petit, moi je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on avait un jardin, on avait des fruits, des légumes. Et puis quand on a déménagé dans le 77, dans un quartier populaire à Montreux, 77, je sais pas moi, quelques kilomètres, on avait le mec qui nous vendait les œufs, les poules, etc., etc. Donc, moi, j'ai grandi avec la culture de aller chercher son produit, connaître son produit, sentir son produit. On allait le week-end, on allait au marché, on a connu tout ça. Donc, pour moi, c'était important de remettre du sens sémantique à la dimension de banlieue à travers des thématiques transverses aujourd'hui de politique publique et aujourd'hui qui me permettent finalement de créer ces organisations. Et qui m'ont permis d'ailleurs aujourd'hui en 2025 d'être étudiant à l'ENA. Et donc c'est aussi pour moi une manière de mieux comprendre finalement... Étudiant à l'ENA. Ouais, étudiant à l'ENA. Et donc c'est pas grand-chose, c'est de comprendre finalement. L'ENA, c'est quoi? C'est la plus grande école de... Ouais, c'est l'École nationale de l'administration qui s'appelle plus l'ENA maintenant depuis 2021 suite à une réforme qui s'appelle l'Institut national du service public. Donc ils ont un établissement à Paris et un établissement à Strasbourg. Et c'est vrai que comprendre le système, je dirais, de l'administration, c'est mieux comprendre ce qui s'y passe. Alors, pourquoi je le dis? C'est parce qu'en fait,
as beaucoup de gens qui vont critiquer l'administration d'État, ils vont dire oui, l'administration, ça marche pas et tout. La réalité, c'est que rien n'est parfait. Mais c'est bien de critiquer, tu peux dire, voilà, dans ce cas-là, au lieu de critiquer, constate, et dans le constat, proposer solution, et vas-y, tu vois. Moi, on me dit, ouais, mais toi, c'est trop facile pour toi. J'ai commencé, on avait 8 euros dans le compte bancaire en 2018. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, les gens, ils se font des films, tu vois, sur toi, sur qui tu es. Ah ouais, mais t'as un réseau et tout. J'étais infirmier dans mon petit village, dans mon quartier, à Melun, dans 77. Je m'occupais des patients autour de cette ville. Et il y avait des petits villages et tout. Et j'ai rencontré des gens, plein de gens formidables. Et j'ai pas été dans une école spécifique. Moi, j'ai pas de bac. Voilà, je viens pas d'un parcours de famille aisé, qui a été voilà, la transmission des réseaux et tout. Pas du tout. J'ai appris, j'ai cherché, j'ai toqué, j'ai essuyé les refus, j'ai essuyé les critiques, j'ai essuyé les mensonges, les gens qui te font du tort, les gens qui inventent des choses sur toi. Mais en vrai, c'est pas grave, en fait, ça fait partie du lot. Soit tu y vas et tu prends des coups, soit tu te dis, ben non, en fait, je veux m'occuper dans mon petit truc, et tu as le droit. Moi, je respecte les gens qui disent, à 17h, j'ai fini ma journée, j'ai mes congés de 6 semaines, et j'ai mes vacances avec mes enfants, et j'ai mes week-ends. Je les respecte. J'ai rien contre tout ça. Et au contraire, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'avais envie de construire quelque chose qui me dépasse, quelque chose dont j'avais les capacités, et surtout s'entourer avec des gens compétents, qui sont meilleurs que moi. Moi, dans mes équipes, la plupart de mes salariés ou des collaborateurs ou des collaboratrices sont meilleurs que moi scolairement, ils sont meilleurs que moi humainement, ils sont meilleurs que moi sur plein de sujets. Mais moi, je suis complémentaire de ce qu'ils savent pas faire, que eux ils savent faire d'autres choses que je ne fais pas. Et je les remercie d'être là, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, un projet, c'est pas toi, le projet. Le projet, c'est ce qui se passe autour de tout ça. C'est que ça, aujourd'hui, permet à des milliers de gens d'avoir accès à la santé, à une éducation meilleure, à de la compréhension sur la question écologique, etc., etc. Et donc, je veux dire, c'est pas une fin en soi. Et puis surtout, il faut toujours se dépasser. Se dépasser, c'est un effort. Et les gens ont du mal avec l'effort. Dès que ça commence à être dur, ah non, non, moi, c'est trop dur, tu vois. J'arrête, pardon, tout. Non, c'est là où... C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Quand c'est dur, tu fournis un effort et tu embarques un maximum de gens qui vont venir avec toi et puis faire cet effort avec toi. Et donc, c'est moins difficile que de le vivre seul, cet effort. Et ça a été quoi, du coup, les périodes les plus difficiles que tu as vécues là, dans l'entrepreneuriat? En fait, on en a tous les jours, hein, des périodes difficiles. Je pense qu'après, moi, je suis parent, j'ai des enfants. Donc, je pense que les périodes difficiles, c'est peut-être que mes enfants, au début de leur naissance, ne m'ont pas beaucoup vu. Ça a été des moments difficiles parce que tu es concentré sur ton objectif. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux aussi oublier ceux qui sont prioritaires sur l'objectif. C'est-à-dire que ta famille, tes enfants, tes parents, tout ça, c'est important. Et il est vrai que quand tu entreprends, tout ça peut être géré, mis de côté. Sur la question de les moments les plus difficiles, je pense que c'est le fait de ne pas être forcément présent pour la famille à ce moment-là et de ne pas être disposé à être disponible. Mais je veux dire, voilà, c'est un moment que tu anticipes pas parce que forcément, tu n'as pas la formation d'anticiper certaines choses quand tu lances un projet qui va te dépasser et quand tu vas lancer un projet de cette envergure. Parce qu'en fait, comme on est issu de classe ouvrière, à la base, on nous a éduqués à se contenter d'être juste salarié dans un petit truc, faire pas de bruit, voilà, etc. Et donc tout ça, ça s'apprend. Et après, je pense que les moments les plus difficiles, c'est que quand tu commences à prendre la lumière médiatiquement, tu passes à la télé, dans les médias, et ça, c'est très difficile parce que quand tu n'es pas aguerri, tu n'es pas formé, en fait, les gens pensent que c'est juste simple de prendre un micro. Mais je te jure que c'est hyper douloureux de prendre un micro. Parce que j'avais l'impression même que quand je passais à la télé ou quand j'allais dans les médias, une partie de mon âme était en train d'être prise par quelque chose qui me dépasse. Tu vois, ça paraît dingue. Mais genre, après un média plateau télé, genre après j'ai 5 jours où carrément je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je suis pas bien, ça redescend. Il y a une forme de dépression qui est là. Et si t'es pas entouré, que t'as pas la foi, que t'es pas armé à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, et spirituellement, et j'en passe, par la famille, par plein de choses, les amis, les gens qui t'entourent et qui sont sincèrement là pour toi,
pour ce que tu es au fond de ton cœur et pas pour ce que tu détiens matériellement, et ben c'est là où tu vois la différence, tu vois, de ceux qui vont être le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, et puis aussi ceux qui vont venir par appel d'air, parce qu'à ce moment-là, médiatiquement, tu es celui qui est le plus hypé. Et donc, tu vas avoir même des gens qui vont se prétendre être des amis, mais en réalité, ils vont juste être là pour prendre ce qu'ils ont à prendre, mais après partir. Puis le jour où tu n'es plus à la télé, t'es moins hypé, ben, ils vont disparaître. Mais ceux qui resteront sont ton cercle familial et fraternel, vraiment, vraiment fraternel. Donc, ouais, le plus dur, ça a été vraiment un ensemble de choses. Mais ça fait partie du truc, tu vois. Il y a tellement d'histoires à raconter, hyper incroyables, de difficultés, mais qui ont été finalement, je dirais, salvatrices. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Avec toujours vraiment la notion d'humilité de ce que tu apprends. Parce que tu peux être là avec ton ego et arriver à croire que c'est toi qui fais. Tu fais absolument rien. Tu n'es qu'un outil de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ce qui t'importe, toi, c'est de faire. Et le résultat n'est pas ton... ça ne doit pas être quelque chose qui te tracasse. Qui te tracasse. Le résultat, t'inquiète pas, il va arriver selon ce qui est déjà écrit. Toi, tu dois faire. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, tu parlais de foi et tu parlais justement de ce qui est déjà écrit. C'est-à-dire la foi, elle a une place importante aujourd'hui. Ouais, bien sûr, elle a une place importante. Et tu vois, on est dans un monde où quand on parle de foi, tout de suite, on te met dans on te cornérise. Mais je crois que ça fait partie de quelque chose qui est à l'intérieur de toi-même. Elle s'exprime par ce que tu fais et ce que tu es. Voilà. Comment tu vis avec les autres en société, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec les autres, ce que tu as envie de transmettre en temps, en amour pour les autres. C'est aussi ça, la foi. Et donc, je pense que c'est important d'exprimer sa propre nature humaine à travers sa foi, à travers ce que nous sommes, parce que notre temps dans ce monde est court. Et qu'est-ce qu'on va y laisser ? Est-ce qu'on veut y laisser quelque chose de positif ou pas ? Moi, j'ai envie d'avoir la conviction, et j'ai la conviction qu'il faut qu'on laisse quelque chose de positif dans notre monde, en termes de biens immatériels. Et notamment, moi, je dis souvent que je ne vais pas laisser des biens à mes enfants, des maisons et tout, ça ne m'intéresse pas. Ce que je dois leur laisser, c'est tout ça. C'est ces biens immatériels, c'est cet amour, c'est cet esprit de solidarité, cet esprit d'écoute aux autres, d'être là pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté, avec... vraiment cette envie de le faire sincèrement et sans calcul, sans objectif matériel derrière, mais avec quelque chose qui te dépasse. Et je crois que c'est ça qu'il faut transmettre à notre jeunesse. C'est apprenez à vous écouter et puis aussi à vous aimer déjà vous-même, savoir qui vous êtes. Et après, vous allez voir, vous allez transmettre beaucoup, beaucoup de choses autour de vous. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, si tu vis avec cette foi, c'est que elle prend beaucoup de place aussi. Donc, dans tes projets, l'impact, en fait, que tu essaies de créer au quotidien, ça en fait partie. Sur la première organisation, banlieue santé, du coup, je pense que c'est la première organisation des trois autres que tu m'as citées. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les personnes que vous accompagnez, justement, autour de la santé ? Aujourd'hui, écoute, on a créé plein de programmes, vraiment des programmes incroyables. Et d'ailleurs, quand on a monté les programmes et que l'asso a été monté en 2018, 14 juin 2018, l'objectif, c'était l'accès à la santé, mais il n'y avait pas forcément de vision. En réalité, il y avait juste une ambition, c'était de se dire comment les gens qu'on accompagne et qu'on touche et qu'on voit déjà, nous, en tant que soignants, ils puissent accéder à la santé de manière équitable. Donc, on a créé plein de programmes, on a essayé plein de choses qui n'ont pas marché, des trucs qui ont marché, des trucs qui marchent. Et aujourd'hui, on consolide d'ailleurs les programmes, puisqu'on en a lancé un certain nombre, et qui ont l'ambition vraiment de se dire comment on peut les dupliquer. On a une méthode assez simple, faire simple, impactant et duplicable. Ça, c'est les programmes. Et après, on a une autre méthode, c'est sucre rapide, des actions sucre rapide et des actions sucre lent. Pourquoi des actions sucre rapide et des actions sucre lent ? C'est qu'on s'était rendu compte que les gens qui n'avaient pas accès à la santé devaient avoir accès à la santé, mais pour y arriver, il faut leur proposer quelque chose de tangible maintenant pour qu'ils se disent en fait. C'est possible. Tu vois, c'est waouh, ok. Et donc, on a monté un programme qui s'appelle Plus belle la vue, un dispositif d'accès aux lunettes, consultation ophtalmo, dans la même journée, appareillage en lunettes. On a fait ça avec la fondation Rothschild et Essilor.
Et donc, on a été chercher un certain nombre d'habitants avec les acteurs associatifs de proximité que je salue d'ailleurs, parce que sans les assos de proximité, on n'aurait pas pu y arriver. On a apporté le savoir-faire, back-office, la compréhension de la santé, la vulgarisation de la santé. Et après, on l'a mis au service d'acteurs associatifs qui, eux, portent aussi avec nous ces sujets-là. Et donc, ça passe par beaucoup de concertation avec ses habitants. Ça fait 6 ans, et ses assos et ses leaders associatifs. Et donc, cette action sucre rapide, elle crée de la confiance pour amener des actions sucre lent. Ok. Et donc, on a monté un autre programme qui est un peu plus sucre lent, qui s'appelle Ambassadrice Santé. Et donc, pourquoi Ambassadrice Santé ? Parce que, les femmes sont en première ligne des inégalités sociales. Souvent, elles portent le poids de la vie. Quand elles peuvent, elles portent la vie. Et elles sont la résolution aux inégalités sociales. Et donc, c'est un programme sur 9 mois, aujourd'hui financé par des partenaires privés, publics, donc ministère de la Santé, Agence régionale de santé. On est en train de déployer au national ce programme avec la Direction générale de la santé, parce qu'en fait, ils y croient en ce projet, qui est un vrai projet aujourd'hui de santé publique. C'est un programme qui dure 8 à 9 mois de formation. Et derrière, ces femmes sont après actrices de la santé dans leur famille, mais actrices de leur santé dans leur quartier, dans leur territoire, dans leur collectivité, ou voire d'autres collectivités qui nous sollicitent par ailleurs. Et donc, elles sont rémunérées. Donc, elles passent du statut de bénévole à expert, d'expert à aujourd'hui salarié. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est que tout votre travail de vie que vous avez vécu, tout ce que les gens pensent en tant que vulnérabilité, pour nous, c'est de la résilience. Et cette résilience, elle se transforme en compétence. Et cette compétence, c'est un savoir-faire, un savoir-être que tu peux transmettre et aujourd'hui leur permet d'être rémunérés. Et voilà. On a d'autres programmes. Aujourd'hui, on est en train de monter des centres de santé, des lieux de vie, comme le Café des femmes, et d'autres choses qu'on est en train de déployer en France et aussi à l'international. Et donc, aujourd'hui, toutes ces organisations, que ce soit Banlieue Santé, Banlieue School, ou Banlieue Climat à travers la formation sur la jeunesse, sur les questions écologiques. On est en train de monter un programme sur les mamans et l'écologie, la jeunesse et l'écologie, les papas et l'écologie. Et on a d'ailleurs une école à Saint-Ouen aujourd'hui. Qui a ouvert l'année dernière, je crois. Qui a ouvert il y a 2 ans. 2 ans. Et qui aujourd'hui permet à des milliers de gens d'être fermés, etc. Banlieue School à travers les différents programmes sur les jeunes filles et la science, sur le mentorat, sur plein d'autres choses qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, c'est des méthodologies, c'est un savoir-faire, c'est des, je dirais, même des rapports scientifiques qu'on publie avec Banlieue Santé. On a vraiment aujourd'hui créé une expérience et une expertise qu'on met au service des politiques publiques, au service du droit commun, pour transformer et faire en sorte que l'innovation sociale, elle soit au service de la société civile. Ok, et est-ce que tu as des histoires qui t'ont touché dans les personnes que tu as accompagnées ? Ouais, y en a tellement. Il y a tellement d'histoires. C'est le nombre de sourires de gens qu'on a vus. Des gens qui vous disent moi, je ne pensais pas que je pouvais être en capacité d'être formé et aussi de transmettre du savoir. Je ne pensais pas que finalement, la santé, c'était d'abord... aller bien chez soi, avoir une bonne literie, bien manger. Je savais pas que la santé, que c'était ça. Et on a aujourd'hui des parcours, aujourd'hui même dans le programme Sciences et Filles, de jeunes filles qui aujourd'hui sont entrées en médecine et autres. Sur l'écologie, on a des jeunes aujourd'hui qui sont entrés dans nos programmes et qui aujourd'hui maintenant sont à Sciences Po, sont à HEC, à l'ESSEC, et qui ont envie finalement demain de porter des sujets de droit commun et de politique publique de manière assez forte. Et ça, pour nous, c'est des trajectoires incroyables. On a des mamans qui sont rentrées dans le programme Ambassadrice Santé aujourd'hui, qui veulent rentrer dans des métiers du soin pour devenir infirmière, refaire médecine, psychologue, et j'en passe. Et moi, je dis, il n'y a pas de sous-métier. J'ai commencé dans le ménage, j'ai beaucoup appris, et c'est ce qui m'a appris à être ce que je suis. Donc, commencez par cela, et puis après, faites pour faire en sorte pour évoluer vers des métiers, effectivement, peut-être de médecin, d'infirmière, de directeur d'hôpitaux, de cadre de santé, et j'en passe. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de commencer par quelque chose. Souvent, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent « Ouais, je veux ma belle voiture, je veux la belle montre et tout. » Mais moi, mon parcours, c'est 25 ans avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai 16 ans jusqu'à aujourd'hui, plus de 25 ans quasiment. Et donc, ça a été des moments extrêmement difficiles, mais ça a été de la patience. Il faut être patient. Je pense que s'il y a quelque chose que les jeunes doivent comprendre dans leur tête, c'est la patience.
ne pas vouloir tout d'un coup. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on consomme, on est dans une vie je dirais, de fast-food. Alors que, tu vois, la vie, c'est prendre le temps. La vie, c'est être patient. La vie, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. Et ça paraît utopique ce que je raconte, mais c'est ce que j'ai vécu toutes ces dernières années dans mon parcours. Ok, et du coup, pour réaliser tout ça, tout à l'heure, tu disais que tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi. Comment tu as fait pour recruter ces personnes qui sont meilleures que toi aujourd'hui? Alors, ouais, j'ai un process RH qui est assez particulier. Souvent, les gens pensent que le RH, c'est du ressources humaines. Moi, je fais des relations humaines. Et les relations humaines, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend au quotidien. Et je remercie mes parents bergers, illettrés, analphabètes, de toutes ces qualités de relations humaines qui m'ont transmises, que je mets au service finalement des ressources humaines pour essayer de recruter les meilleurs humainement, les meilleurs professionnellement, les meilleurs scolairement. Et pour ça, ça demande d'être patient, d'être à l'écoute, de regarder, de les regarder différemment, de ne pas regarder les CV spécifiquement parce que, en fait, les CV peuvent te faire mentir dans un sens ou dans un autre. Et en fait, on est biaisé parce que la société nous vend qu'il faut exclusivement des CV de gens qui viennent de tel parcours scolaire. Moi, je veux des CV de tel parcours social, humain. Souvent, moi, quand je pose la question aux gens, mais alors, tu viens d'où? C'est tout de suite, mais attends, comment ça, tu viens d'où? C'est quoi ton parcours de vie, en fait? C'est ça que je te demande, c'est pas ton parcours de CV. Ok, je l'ai lu, t'as fait ça, t'as fait le BAFA, ouais, ok, t'as fait Bac+5, t'as fait une grande école, c'est super, mais tout ça m'impressionne peu, en fait. Ce qui doit aujourd'hui primer, c'est d'abord ta qualité humaine, ta capacité à faire en sorte de vivre en société, ta capacité à donner aux autres, ta capacité à écouter les autres. Tout ça, c'est des qualités qui vont être extrêmement puissantes dans ta manière d'engager ton travail au quotidien avec les autres et d'avoir une capacité de travail. Tu as des gens, ils sont brillants scolairement, mais humainement, c'est une catastrophe. Ce qui fait que si tu les mets dans un groupe qui, lui, est humainement est bon, ça peut pourrir le groupe, donc ça peut pourrir le projet. Bon, tu sais ça hein, à travers ce que tu fais, je pense que tu as l'habitude. Mais je sais que, voilà, on se sait. Entre entrepreneurs, voilà, on se comprend. on se comprend. Et tout ça, en fait, pour certains, c'est difficile. Ouais, mais moi, j'ai les meilleurs diplômes, je mérite tel salaire et tout et tout. Moi, je me rappelle, j'avais des fiches de paye dans le ménage. Parce que de temps en temps, je bossais beaucoup. De temps en temps, je bossais pas beaucoup. Et en fait, je me rappelle des trucs, j'avais 100 € dans la fiche de paye. Mais juste 100 €, j'étais content parce que ça recouvrait mon compte débiteur. Tu vois? Les 8 €. Voilà, tu vois? Et c'est ça, en fait. Et donc, juste ça. Et en fait, mais en réalité, j'étais content parce que déjà, dans le travail, j'avais appris plein de choses. J'avais rencontré des gens. Moi, j'ai vraiment... L'école, je pense, du care, du soin, de la santé, c'est une grande école de la société qu'on a oubliée. Parce que ça fait... Il y a la dévotion, il y a l'amour de l'autre, il y a le service à l'autre, être utile à l'autre. Ça te demande un effort qui est différent que d'être sur ton ordinateur pour faire un compte-rendu. Alors, bien entendu, il en faut, et c'est bien. Mais à un moment, la vraie vie, c'est être à côté de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et ça veut dire aussi faire preuve d'humilité, d'être à l'écoute des autres. Parce que quand tu es à l'écoute et quand tu es auprès de ceux qui en ont le plus besoin, peut-être que demain, c'est toi qui en auras besoin. Et donc, tu voudrais avoir des gens qui soient à tes côtés et qui soient à l'écoute, finalement, de tes besoins. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, que le soin, c'est 50% du soin et de la réponse aux soins à la santé, c'est l'écoute. T'écoutes ton patient, t'écoutes ton enfant, t'écoutes ton époux, ton épouse, tes parents, ton voisin. Être à l'écoute de tout ça, c'est une qualité qui ne s'apprend pas je ne sais où. C'est toi et ta nature humaine. Et ta nature humaine, c'est à toi de la développer. Tu vois, typiquement, moi, je vais beaucoup en forêt. Et j'ai beaucoup de moments dans ma semaine où, hop, je sens que je sature, je vais aller marcher en forêt, je vais aller écouter les arbres, je parle aux arbres, je sens la nature, je m'assois. J'ai des petits coins comme ça, je vais donner une adresse. Je sais que les gens pourraient y venir. Et c'est le petit village de Barbizon. C'est le village des peintres qui est très connu. Et j'ai mon petit café. Je fais de la pub, en l'occurrence, à Juxtaposition, qui est le café dans lequel je vais souvent. Et merci à toute l'équipe parce qu'elles ne se rendent pas compte que quand elles m'accueillent dans leur café, en plus il y a la cheminée et tout, je ne te raconte pas le truc, et c'est thérapeutique. Et j'ai des potes médecins et tout qui aujourd'hui vont là-bas, me disent, tu te rends pas compte
que là, c'est une thérapie de venir ici, dans ce village et à cet endroit-là spécifiquement. Et je pense que, tu vois, je dis aux gens, prenez des petits moments à vous, personnels, dans des endroits, en fait, où vous vous sentez, tu vois, dans votre propre sécurité et dans votre propre nature pour pouvoir vous recharger et repartir de manière un peu plus forte. Ah, ça me parle beaucoup. Tu sais, des fois, quand c'est difficile, comme moi je suis né à Casa, l'océan Atlantique, bah moi je vais en Normandie en fait. Voilà, tu vois. Direct. Je prends la route, 2 heures de route, je vais en Normandie et juste je me pose et je regarde, tu vois. Et ça, c'est un peu revenir aux racines, bien revenir sûr, bien sûr. C'est notre nature humaine. Et ça fait du bien. Complètement. Donc, je comprends totalement ce que tu dis. Je comprends totalement. Non, c'est cool, magnifique. Tu sais, il y a créer une organisation, c'est des premiers défis. Et il y a la développer à grande échelle. C'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés pour développer à plus grande échelle tes projets d'entrepreneur? Bah écoute, je pense qu'il y a une règle que je dis à mes enfants souvent. Quand tu crois au fait que rien n'est impossible, en fait, il n'y a pas de limite. Et en fait, c'est ça que je me suis mis en tête, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à partir du moment où tu comprends que ce que tu détiens entre les mains, c'est juste de pouvoir agir et de faire. Mais ce que tu ne détiens pas entre tes mains, c'est le résultat de ce que tu vas faire. Donc j'ai considéré le fait que toute, aujourd'hui, initiative, elle n'est pas impossible, elle est possible. Au contraire, elle est plus que possible. Mais pour ça, il faut y croire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois qu'y croire, c'est quelque chose que tu dois aujourd'hui faire naître en toi-même. Et puis après, pour développer quelque chose qui te dépasse et qui aujourd'hui soit à l'échelle, ben, en fait, c'est s'entourer des meilleurs. Comme je l'ai dit, effectivement, sur le plan humain, sur le plan professionnel, sur le plan d'agilité, avoir une capacité d'agilité et d'agir dans l'urgence constamment, et puis après de renforcer et après de développer. Et puis transmettre à d'autres pour que d'autres développent à tes côtés et ont la capacité d'avoir cette vraiment nature de travail pour développer le projet pour que demain, il ne t'appartienne plus. Parce que la grande difficulté, c'est que quand tu lances une initiative, tu crois que c'est à toi, que ça t'appartient, etc. Donc, tu as peur de transmettre, tu as peur de déléguer. Et une des grandes qualités qu'il faut avoir, c'est apprendre à accepter de déléguer. Au début, pour moi, c'était difficile de déléguer parce que la réalité, c'est que quand tu es infirmier, déléguer, c'est complexe. Dans le sens où t'as une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc, c'est à toi d'agir. Et après, dans cette nature, tu te dis, ah ouais, non, mais il existe d'autres natures, c'est déléguer tout en te disant le risque, c'est pas que toi qui le portes, c'est un ensemble de gens. Et donc, il faut que l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices comprennent et entendent qu'ils ne sont pas juste des salariés, ils sont aussi responsables comme moi. Et donc, il faut les responsabiliser et en fait, faire en sorte d'avoir la capacité qu'ils développent leur propre potentiel et agissent aussi dans le projet et puis ils se sentent épanouis dans le projet. Donc, je pense que tout dépend du leader. Tu vois, tu as des gens, ils sont leaders, mais ils sont tortionnaires, et tu as des leaders qui sont à l'écoute des autres. Et ils mettent plus de temps, c'est vrai, mais dans le temps, ils sont quasi sûrs de leur truc, quoi. Mais pourquoi ils mettent plus de temps? Ils mettent plus de temps parce qu'en fait, c'est plus difficile, parce que c'est une autre manière je dirais, de manager de l'être humain, parce que manager l'être humain en étant à l'écoute, ça veut dire que tu as une multitude de personnalités différentes. Quand tu manages de manière assez, je dirais, performance, résultat et tout, tu te prends même pas la tête de savoir si dans leur vie personnelle, voilà, ça va bien, alors qu'il faut regarder effectivement si dans leur vie personnelle ça va bien, ça va avoir un impact et une incidence. Et moi, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens comme ça, dans une notion de relations humaines, avant d'être une relation de ressources humaines. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc, il faut aussi, encore une fois, avoir cette nature humaine qui t'amène à cela. Et puis après, avoir les bons profils qui vont aussi avoir cette capacité d'avoir ces qualités. Et puis d'autres qualités, parce que, en fait, après, il faut de l'expérience, il faut de la ressource pour pouvoir te dire que voilà, c'est comme ça que ça se passe en entretien, ça se passe comme ça aujourd'hui, un recrutement, etc., un licenciement, plein de choses comme ça de la vie, du quotidien, qu'il faut apprendre, mais qui sont plutôt de l'ordre scolaire. Voilà, là, c'est plus ma partie, hein. Ça, c'est les équipes.
Euh, Et est-ce qu'il faut une patte commerciale dans une association? Parce qu'on voit souvent une association comme une organisation, de toute façon, très souvent à but non lucratif, ouais. mais moi je les vois souvent comme des organisations qui doivent faire du business aussi, tu vois, qui doivent développer, avoir aller convaincre, tu vois, convaincre, argumenter, prospecter aussi, peut-être parfois aller chercher Ouais. des nouveaux contrats, des nouveaux partenaires. Et ça, c'est des compétences commerciales. Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui pour toi? Moi, je sais pas, j'ai jamais Bah, monté. en fait, c'est pas tant une forme de compétence commerciale, parce que la compétence commerciale, elle dénature ta relation à l'autre. Pourquoi? Parce que ta compétence commerciale, c'est de vendre un produit, quelque chose. Et là, tu vends pas un produit. Tu vends une conviction, entre guillemets, tu transmets une conviction. Tu es convaincu que ce que tu fais, c'est quelque chose qui doit marcher, qui peut marcher, et puis changer la vie des gens. Et donc, ça demande plutôt, je dirais, forcément, bah, tu vas avoir à la fin de l'année un rapport d'activité, tout ça, mais d'ailleurs, dans ce que tu vas écrire dans un appel à projet, et pas forcément, finalement, ta capacité humaine à transmettre des messages, mais après, le rencontrer les partenaires, ils comprennent finalement humainement comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis, c'est quoi l'ambition, etc., qui, eux, vont avoir la décision de dire, OK, j'accepte de financer ce projet ou ce programme parce que là, derrière, j'ai une équipe qui est solide, qui humainement comprend les enjeux humains des gens, etc. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les appels à projets et trucs étaient beaucoup basés sur des rapports d'activité et tout. Alors, ça existe toujours, hein, mais aujourd'hui, les projets sont portés aussi par, je dirais, des équipes, des ambitions, aussi des spécificités de comment ça peut transformer la vie des gens et comprendre mieux les gens. Donc, c'est pas tant des qualités commerciales, mais des qualités humaines de ce que toi, tu peux transmettre en termes de messages, transmettre en termes de projets, de programmes et d'ambitions. Au début, c'est des personnes qui peuvent incarner des projets. Et après, bien entendu, les projets, quand tu as bien transmis aux équipes, les équipes, elles vont incarner le projet tout autant que toi, tu l'incarnes. Et comment tu arrives à relever ces qualités humaines dans un entretien? Tout à l'heure, tu disais que tu posais des questions différentes pour essayer de comprendre d'où la personne elle vient. Mais à la fin, Moi, j'ai recruté des gens sur le terrain. Je les ai vus faire, je les ai vus travailler, j'ai travaillé avec eux, j'ai compris. Et après, ça m'a permis finalement ok. d'être plus sensible à cela. Et après, bien entendu, aujourd'hui, j'ai une équipe RH qui a cette notion de relations humaines et qui, quand elle recrute aussi par rapport à la conviction des gens. Elle recrute par rapport à l'ambition des gens. Elle recrute par rapport à leur capacité à faire face, parce que ça demande beaucoup d'empathie, d'être utile aux autres. L'empathie, ben, si tu n'as pas la qualité humaine, tu peux faire foirer ta relation aux bénéficiaires et aux gens. Et moi, je dis toujours que tu peux être dans une démarche sociale, mais cette démarche sociale, elle peut hyper vulnérabiliser ton public. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas agir pour lui, mais demain, si tu n'as pas construit quelque chose pour que cette personne soit assez autonome pour faire par elle-même et transmettre aux autres, le jour où tu pars, ça se casse la figure. Donc, pour éviter tout ça, tu effectivement as des gens qui forment des gens avec ces différentes qualités humaines et après techniques et sociales, et après elles transmettent finalement le projet à d'autres. Euh, et encore une fois, je pense que la plus grande difficulté au début, quand j'ai lancé, c'était comment je fais pour lancer un projet qui m'appartient plus. Et ça a été difficile parce que bah, la nature humaine, c'est tout doit m'appartenir, c'est moi, C'est je ton dois tout bébé. verrouiller, c'est à moi, je le garde. Non. J'ai construit mon projet et ma stratégie pour dire rien ne m'appartient parce que tout peut s'arrêter et moi, demain, je peux ne plus être là. Donc, pour que tout ça sorte de ma tête, il faut que je fasse en sorte que ce soit un projet qui appartienne aux gens, appartienne à la société, appartienne aux droits communs, appartienne à la vie en commun que nous sommes et faire en sorte de résoudre des inégalités sociales. Ok. Et vous êtes combien aujourd'hui? Waouh, je sais plus maintenant. Au global, on va être. Ça dépend des projets, on en a plein aujourd'hui, mais on a des milliers de bénévoles aujourd'hui, ça c'est sûr. Les salariés, au global, dans tous les projets, on va être près d'une centaine, tu vois. Sans compter après les projets entrepreneuriaux dans lesquels je suis. Aujourd'hui, là, J'allais y arriver. voilà, on a fait des choses et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir aussi cette démarche. Parce que moi, j'avais envie, effectivement, de faire de la philanthropie, faire du droit commun, faire des politiques publiques. Mais à la base, je suis un entrepreneur. J'étais infirmier libéral. J'avais ma propre structure. J'avais mes propres patients. J'avais avec moi des collaborateurs, collaboratrices. Voilà, j'avais déjà une activité entrepreneuriale qui a été une réussite.
Et après, je suis revenu à un essence humain de me dire l'utilité, je vais la rendre encore plus forte que ce que je suis. Et donc, c'est là où je me suis lancé dans la philanthropie en 2018. Mais à la base, moi, je suis un entrepreneur social, j'ai monté une activité d'infirmier, etc., etc. Donc, euh, c'est vrai que j'avais envie vraiment de mettre au service de ce que j'ai vécu dans mon métier d'infirmier, dans ce que je voulais faire en tant qu'entrepreneur social. Et aujourd'hui, je suis plutôt content. Et aujourd'hui, les équipes, elles sont autonomes, elles n'ont pas besoin de moi. Et t'accompagnes d'autres boîtes aussi. T'es Ouais, je crois, ouais, actionnaire associé. ouais. Je sais pas les Je suis termes. effectivement actionnaire associé, cofondateur de plusieurs boîtes dans l'éducation, dans la petite enfance, même une licorne que je ne peux pas dire comme nom, dans lequel j'ai investi. Et voilà, donc effectivement, l'entrepreneuriat, au sens, je dirais, que je voulais, c'était l'entrepreneuriat social et au sens de l'impact, parce que je voulais vraiment que ça change des milliers de vies, que ce soit dans la petite enfance, dans la santé, dans l'éducation, dans que sais-je, parce que j'avais envie de contribuer à quelque chose qui soit aussi, je dirais, un impact positif, tout en créant de la valeur à travers la création d'emplois, etc. Souvent, les gens ils me disent, ouais, mais moi, je ne veux pas faire d'entrepreneuriat parce que je veux aider les autres. Mais ce qui te permet d'aider les autres, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont monté des boîtes, qui, chaque année, te font un chèque pour défiscaliser, probablement, ou parce que d'autres ont des convictions et j'en passe. Et toi, en tant qu'acteur associatif, ça te permet finalement d'agir sur le terrain parce que tu bénéficies de subventions publiques ou de financement privé ou de personnalités ou de particuliers qui financent ton action. Donc tu ne peux pas critiquer ce qu'on te donne. Mais par contre, tu peux agir sur ce qu'on te donne. Donc, entreprends pour avoir cette autonomie financière qui te permet d'agir dans, je dirais, ce qu'on appelle le droit commun, les politiques publiques, la philanthropie, les initiatives aujourd'hui philanthropiques. Et donc, j'avais envie de créer ces deux mondes qui m'appartiennent, entreprendre au sens de l'impact social à travers la philanthropie, entreprendre au sens de l'impact social mais à travers l'économie, et essayer de faire vivre tout ça à travers des initiatives. Alors, c'est vrai que c'est comme ça qu'avec un associé, on a créé Banlieue Capital, Abdelrahman Foudil, qui est un ancien de la Banque mondiale, qui a travaillé dans les plus gros fonds au monde et qui a conseillé plusieurs grandes fortunes à l'international, et qui est un homme brillant et que je remercie parce que j'apprends à ses côtés à comprendre qu'est-ce que le monde du venture capital. Ce qui m'a permis d'ailleurs aujourd'hui... C'est un fonds, Banlieue Capital. Ouais, c'est un fonds, un véhicule super. d'investissement qu'on a monté à deux. Ok. Et aujourd'hui, souvent les gens me disent, c'est quoi ta thèse d'investissement? La thèse d'investissement, elle est simple. C'est d'abord l'intuition. Tu vois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est être dans l'intuition de l'autre. Et l'intuition de l'autre, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout, on est hyper complémentaires, lui et moi. C'est-à-dire que lui, il est hyper pragmatique. Il a une autre intuition qu'il a, et moi, j'ai une autre intuition que j'ai. Et on colle nos deux intuitions et on le met au service de ce qui nous est proposé, voir ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que ça a mis un peu de temps avant de se faire. Aujourd'hui, on en est satisfait. Ça fait on va être sur notre 3e année, là, je crois. Et c'est vrai qu'on va continuer à accélérer. On a envie de faire beaucoup d'autres choses. On est en train de prendre notre temps. Et ça demande du temps. Souvent, les gens pensent que ouais, c'est parce que tu t'associes que ça marche. Non, t'associer, c'est comprendre ton associé. Ouais. C'est être à l'écoute de ton associé, à l'écoute de son parcours de vie. Et l'autre aussi, à l'écoute de toi. Okay. Et je pense que souvent, les gens pensent que s'associer, c'est juste avoir un cabis et devenir président, être cofondateur, et tout. Non, monter des projets, ça demande... c'est plus dur d'apprendre à connaître son associé et à faire des choses ensemble, ou les gens avec qui tu cofondes, que de lancer des initiatives ou d'investir ou de lancer des initiatives philanthropiques dans le monde entier. C'est vraiment le plus dur. Parce que si tu as des bases solides avec les partenaires avec lesquels tu veux travailler, t'inquiète pas pour le reste, ça va se faire. Donc, vous avez déjà investi dans des boîtes? On a déjà investi, je peux pas dire les noms, mais ouais, effectivement, on a investi dans plein de trucs. Vous avez investi des tickets de combien? Pareil, je peux pas le dire, mais... Mais en tout cas, on a fait des choses sympas. Un jour, on pourra le dire, mais pour l'instant, on consolide.
L'objectif, il n'est pas sur les chiffres, il est sur ce qu'on veut faire. Ok. Et ça, c'est le plus dur. Donc, on a besoin de consolider sur ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire et comment on veut le faire. Et ça demande un peu de temps, ça demande vraiment du recul, ça demande d'avoir, je dirais, beaucoup d'humilité à ce qu'on fait. Et comment tu fais du coup pour gérer autant d'organisations? Est-ce que tu découpes ta vie? C'est simple, je préside et j'ai fondé des organisations philanthropiques, j'ai Banlieue Capital, je suis au bord de plusieurs initiatives, de fondations, de venture capital, de fonds comme le Mutual Impact, je suis au bord de plein d'autres choses, je suis conseiller au CESE, donc c'est le Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e chambre de l'État, donc tu as le Parlement, tu as le Sénat, t'as le Sénat, tu as le Parlement et tu as le CESE. Je conseille des patrons, je conseille des boîtes. Je suis étudiant à l'ENA et tout ça. T'es papa. Papa. Et ça, c'est vraiment parce que, en fait, je prends du recul. J'essaie de me lever extrêmement tôt. Donc, 5 heures, ma journée, elle commence. J'essaye de vraiment aussi faire des choses où je vais à l'essentiel. Là où avant, je m'éparpillais beaucoup. Mais c'est normal, dans ta nature humaine, quand tu te cherches, tu t'éparpilles. Aujourd'hui, j'ai, je dirais, le privilège de choisir et puis surtout d'avoir des gens autour de moi qui m'accompagnent dans tout ça. C'est comme ça que j'y arrive, hein. C'est pas moi tout seul, hein. C'est parce que je suis accompagné de gens qui gèrent tout ça. Ne serait-ce que gérer juste sa boîte mail. Je reçois des mails de partout toute la journée, des sollicitations. Moi, je les gère plus maintenant, tu vois. J'ai quelqu'un qui gère pour moi, rien que ça, tu vois. Et rien que ça te permet de rationaliser ta journée, de te concentrer, d'avoir un quotidien qui soit moins dans le stress, même si on est constamment mis au stress de plein de choses. Mais pour y arriver, moi je dis aux gens, il faut savoir accepter de déléguer, accepter de s'organiser, accepter de faire de pas tout faire. Il y a des choses, moi, sur lesquelles je suis frustré de ne pas accepter d'être aux côtés de certains projets ou d'investir ou de donner du temps dans certains projets parce que j'ai pas le temps et parce que malheureusement, il faut faire des choix. Et donc, parfois, dire non, je pense que c'est aussi une manière, tu vois, d'avancer, une manière d'accepter aussi d'aller plus vite, quoi. Ouais, dire non, c'est vrai que ça, c'est un défi, ça. Parce que dans notre culture, voilà. On aime bien aider tout le monde, on aime bien. Ouais, mais ça nous pose toujours des problèmes. Ça nous pose des problèmes. Parce que quand tu dis oui à quelqu'un, ça engage. Et si à un moment donné, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu as oublié et tout, on va t'en vouloir. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois que des gens m'en veuillent alors que ce n'était pas du tout méchant ni délibéré. Et d'ailleurs, je prends le temps de ce média pour le dire, je m'en excuse, parce que ça n'a jamais été contre eux. Mais c'est de ma faute. J'aurais dû soit orienter, soit dire non, pas pour l'instant, soit dire non, c'est pas possible, que de dire oui, en fait. Et en fait, on vit dans un monde où quand tu dis oui ou quand tu dis non, on te culpabilise. Parfois, ça peut être dans la famille, ça peut être dans la fraternité, ça peut être dans la vie familiale, ça peut être dans la vie sociale avec les gens. Mais moi, j'ai décidé de dire ça suffit d'être pris en otage. Tu vois, ça suffit d'être celui, en fait, comme il a tout ça, il doit forcément te donner. Mais moi, j'ai bossé pour en arriver là. J'ai pris des coups. Je me suis mis à terre. Moi, en 2017, j'étais à la rue. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Et ça a duré 9 mois. Et tout ça pour dire que les gens, ils ne se rendent pas compte, finalement, que le résultat de tout ça ne vient pas de claquage de doigts, où j'ai un réseau, où je fais partie d'un truc qu'on connaît pas, ou un truc sombre, ou je ne sais quoi. Non, ça a été du boulot. J'ai pris des coups. Un truc et sombre. j'ai même parfois sacrifié ma famille, tu vois. Et donc, eux, ils pensent que c'est juste facile pour nous. Non, c'est pas super facile. C'est que d'abord, on a pris des coups et voilà. Après, bien entendu, si j'ai envie de t'aider, si j'ai envie d'être utile, t'accompagner, je le fais avec plaisir. Mais je peux pas être partout et il faut l'accepter. Et voilà, donc, mais t'as pris le micro, t'as la lumière, t'es là. Mais vous vous rendez pas compte des coups qu'on prend off quand on prend le mic. C'est pas simple, en fait, ce qu'on fait. Alors, bien sûr, je le dis pas pour me plaindre, je dis aussi parce qu'en fait, il faut être aussi dire aux gens qu'il faut être conscient que ce que nous faisons au quotidien n'est pas simple du tout. C'est une charge incroyable, c'est une responsabilité incroyable qu'on doit arriver à assumer et à gérer. Voilà, il faut que les gens le comprennent.
Ah, ça me fait penser à ma femme, là, l'année dernière. Elle dit voilà, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. C'est pas simple tous les jours. Euh, je dis ouais, mais il n'y a pas le choix. Pour atteindre des gros objectifs, une grande ambition, tu es obligé de sacrifier. Mm. Et elle dit Ouais, est-ce que c'est nous que tu sacrifies du coup? Ah, ça m'a touché quand elle a dit ça. ouais, Nous, les enfants, tout le monde dit est-ce que c'est nous que tu sacrifies? Et là, bah, ça m'a fait quelque chose. Parce que la vérité, c'est que c'est ça. ouais, Tu vois, ouais. c'est que c'est du temps que tu passes en moins avec ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs. Et comme ça. Mm. C'est un choix de vie. Ouais, C'est un choix de vie. Après, on va dire que dans ma tête, je relativise beaucoup. Et moi aussi, la foi elle a une place importante. Et je me suis toujours dit, ce que j'ai ne m'appartient pas. Mm. Peu importe, en fait, que ce soit mon quotidien, mon argent, ma famille, en fait, il n'y a rien qui m'appartient. Et nous, on est là pour essayer à notre humble niveau d'équilibrer Mm. les choses sur Terre. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment rien Mm. et nous, on a. Et en Mm. fait, on pense que ça nous appartient, mais ça leur appartient à eux aussi, en fait. En fait, ce Ouais. qu'on a à nous, c'est D'abord à eux. c'est d'abord à eux. Ouais. Et du coup, bah, finalement, c'est un combat. Ouais, C'est un combat, mais c'est beau. ouais. Il faut continuer de se battre. Et aujourd'hui, c'est l'ambition finale pour toi. Là où tu te dis c'est bon, j'ai fini le jeu. Ou est-ce qu'il n'y a pas de fini le jeu, tu vois, mais tu dis, ouais, c'est quoi? Quand est-ce que tu dis j'ai fini le jeu? Ouais, non, je cherche pas tellement à finir le jeu. Euh, parce que la vie n'est pas un jeu. Par contre, ce qui est aujourd'hui pour moi extrêmement important, euh, c'est de me dire que ce que je fais, je le fais avec sincérité et que ça a des résultats dans la vie des gens. Peu importe le résultat, mais en tout cas, il faut que ce soit un résultat positif pour la vie des gens. Euh, et puis cheminer comme ça avec des gens et une compagnie de gens avec qui tu peux avancer avec sincérité, que ce soit les amis, la famille, les enfants et autres. Cheminer dans un sens où ça t'apporte vraiment humainement quelque chose. Euh, Parce qu'en fait, il n'y aura jamais de fin. Tu vas toujours faire plus, tu vas toujours vouloir avoir plus de choses, plus de projets, plus d'initiatives, plus d'argent, plus de ceci. Mais ça, tu ne vas jamais t'arrêter. Mais te dire que ce que tu fais, tu le fais avec sincérité et que ça change la vie des gens, là, pour moi, c'est ça le truc de aujourd'hui au quotidien, se remettre en question au quotidien, se poser les bonnes questions, faire preuve d'humilité, faire preuve de sincérité. C'est vraiment des choses simples sur lesquelles aujourd'hui j'essaie de contribuer à renforcer et être sur mes appuis pour réussir à vraiment me dire, ok, là, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, j'ai réussi quelque chose de bien dans ma vie, et pas plus en fait, pas plus. Ok. On va, déjà, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu partages depuis tout à l'heure. On va conclure l'interview, mais par une dernière question. Plutôt pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans des projets à impact. Parce qu'en fait, lancer une association, c'est de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat social. Quel est le conseil que tu donnerais à toutes les personnes, à tous les entrepreneurs qui veulent lancer une activité, une organisation sociale, une association, une ONG, voilà, une fondation? En fait, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour avancer, pour construire, pour créer, pour faire tenir le projet dans le temps et puis réussir tout simplement? Bah écoute, je pense que un des conseils, parce qu'il y en a plein des conseils à donner, mais que ce soit de monter une entreprise sociale, une entreprise de manière générale, une association, une fondation, une petite association. Moi, je dis toujours aujourd'hui, et on en revient à la notion d'intention, de NIA, c'est que faites les choses avec sincérité. Franchement, je pense que vous avez tout à y gagner de faire les choses avec sincérité. Pourquoi? Parce que ça va durer dans le temps. Ça va jamais vous trahir. Et c'est ce qui va permettre de consolider votre projet et le rendre très fort et le rendre puissant autour de vous. Et quand vous êtes sincère, quand vous avez des convictions, quand vous avez vraiment au fond de vous quelque chose qui vous porte, faites-le. Parce que en réalité, ça va être plus fort que lever des fonds, plus fort que avoir de l'argent. Tout ça, ça va être accessoire. Alors, ça paraît utopique, pardon,
Mais je pense que ça a beaucoup été contributeur à devenir ce que aujourd'hui euh, les projets que j'ai montés ou dans lesquels je suis, que ce soit dans l'entrepreneuriat social, dans l'entrepreneuriat impact, dans le monde du venture capital et j'en passe, ça a été mon leitmotiv d'avoir une sincérité envers ce que j'ai envie de faire et m'entourer de gens sincères. Et ça, aujourd'hui, ça manque. Donc, entourez-vous des gens sincères. Apprenez à avoir de l'humilité. Apprenez à vraiment à vous challenger. Apprenez à accepter de ne pas tout savoir. Apprenez à déléguer. Et surtout, apprenez à écouter. Apprenez à écouter et à concerter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête pour pouvoir transformer votre vie ou transformer vos projets. Merci beaucoup, Abdelali. Merci d'être venu un dimanche Merci à à toi. 9h Merci du à toi. matin pour partager ton parcours, qui tu es. Ça inspire beaucoup de monde. On a besoin d'avoir plus d'exemples. D'exemples aussi qui viennent d'univers différents parce que quand tu commences ta carrière, tu as besoin d'avoir des personnes sur qui tu vas pouvoir t'identifier, te dire ok, en fait, il a réussi à le faire, il vient du même monde que moi, moi aussi en fait. Et au démarrage, on n'a pas assez d'exemples en fait pour avancer, que ce soit évoluer en tant que salarié ou entreprendre. Donc tu fais partie de ces personnes-là. Je te souhaite beaucoup de succès Merci. dans ce que tu fais. On connaît les épreuves qu'il y a derrière tout ça, mais c'est très beau. Bravo pour la reprise des études. Futur, on dit quoi, l'ENARC Ouais, après, bon, c'est qu'accessoire tout ça, mais effectivement. Inch'Allah, ça va le faire. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Puis je pense que s'il y avait un dernier message à dire à la jeunesse et aux gens, quels qu'ils soient, peu importe où ils sont, dans le monde dans lequel ils sont, dans la difficulté dans laquelle ils sont, ne désespérez jamais. À un moment, il va y avoir une issue. Merci beaucoup, Abdelali. Merci.